Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial de Gabon 24. La violence et la maltraitance touchent chaque jour des milliers de femmes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une femme sur trois, soit 35% dans le monde, a subi des violences physiques au cours de sa vie. Comment mettre fin à ce cycle de violence? Comment faire sortir les victimes de leur silence? Un début de réponse est apporté par l'Union européenne et ses pays membres. Avec moi sur ce plateau pour revenir sur la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, Rosario Bento País. Elle est l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Excellence, bienvenue sur ce plateau. Merci. Juste à côté de vous, Monsieur Philippe Potier. Excellence, vous êtes ambassadeur de France au Gabon. Bienvenue également. Merci. Écoutez, on commence cette émission. La question est posée clairement. La personne qui se sentira apte à répondre pourra le faire en termes de chiffres. Que représente aujourd'hui finalement cette violence à l'endroit des femmes déjà dans le monde? Si je peux commencer. Allez-y, Madame l'ambassadrice. En termes de chiffres, ça représente au monde 137 femmes par jour qui sont tuées par leurs proches, Oui. tous les jours. Oui. Donc je pense que ça dit tout en termes de... Et là, je parle tuées. En termes de, comme vous disiez, l'OMS a des chiffres, 35% des femmes qui sont violentées pendant toute leur vie, partout dans le monde. Donc c'est un fléau mondial. C'est un problème qui touche toutes les sociétés, tous les pays du monde et en particulier indépendamment des classes sociales. Et donc, personne ne peut dire qui est vraiment parfait sur cette question. C'est un peu comme la Covid d'ailleurs. Oui. On ne la voit pas, mais on sait qu'elle existe et qu'elle a des conséquences. Donc, on peut faire cette comparaison, en effet, en termes de chiffres aussi. Alors, comment se traduit-elle? Est-ce qu'elle est la même ou est-ce qu'elle diffère, que l'on soit au Gabon, en Afrique ou en Europe? Je voudrais revenir un instant sur les chiffres. L'ambassadrice allez-y. disait que dans le monde, une femme sur trois, à un moment ou à un autre de sa vie, a connu des violences physiques ou sexuelles. Oui. Et on peut ajouter que dans la plus grande partie des cas, c'est de la part d'un proche ou d'une personne avec laquelle elle est en partenariat intime. On peut dire aussi que en 2017, une femme sur deux tuée dans le monde, contre seulement, si j'ose dire, un homme sur 20, avait été assassinée par son partenaire ou par sa famille. D'accord. Et enfin, on peut dire que seulement 52% des femmes, aujourd'hui, prennent librement leurs décisions, leurs propres décisions, concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs ou les soins de santé. Donc je crois qu'on a là trois indicateurs qui montrent tout le chemin qui reste à parcourir sans préjudice de ce qui a déjà été fait. Alors, comparativement aux situations que l'on peut retrouver au Gabon, en Afrique ou en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ces formes de violence varient-elles, diffèrent-elles? Elle diffère sûr et certain, comme je disais tout à l'heure, c'est un fléau qui touche tous les pays. Et donc, on a en Europe et dans tous les pays d'Europe, on a aussi ce problème, mais qui est différent de pays en pays, comme il est en Afrique. Il y a des différences assez grandes. Sauf qu'en Europe, on a maintenant, évidemment, à part tout ce qui sont les droits universels et donc le respect pour l'être humain et pour la femme en tant que l'être humain et qui donc fait partie des droits universels. On a aussi des conventions au niveau européen entre les différents pays. On a des règlements, on a des directives qui doivent être appliquées dans chaque pays. Mais en termes de chiffres, je dirais qu'il y a une grande différence entre les pays. Mais avec au sein, parce que comme on disait, comme disait Monsieur l'ambassadeur, la plupart de toutes ces violences sont dans le proche. Et donc, c'est dans le sein familial. Et donc, qui ne vient même pas beaucoup de fois. Et ils ne sont même pas... On a des chiffres, mais ces chiffres ne correspondent pas à la réalité mondiale. Ce sont les chiffres qu'on peut censer. Mais il y a d'autres qui ne sont pas censés. D'autant que, Monsieur l'ambassadeur, vous voulez compléter? Oui, ce qui me frappe, c'est que les formes des violences peuvent être différentes de pays à pays ou de continent à continent, mais on peut tout aussi bien dire sans doute qu'elles sont fondamentalement les mêmes aussi. Mais ce qui me frappe, c'est qu'à côté de ça, et quelles que soient les différences éventuelles dans les formes de la violence, il y a une chose qui me paraît très très proche de pays à pays aujourd'hui, à l'échelle du globe, c'est l'attitude des femmes vis-à-vis de cette malédiction ou de cette fatalité d'hier. Et moi, je suis frappé quand je compare
mon pays, au Gabon, et je suis sûr plus généralement l'Europe, à l'Afrique subsaharienne, par le fait que les jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, ont aujourd'hui, de part et d'autre, les mêmes attitudes, les mêmes indignations, les mêmes refus et les mêmes aspirations. Par rapport à cette journée internationale, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a dit à l'occasion victime de toute forme de violence. 90% d'entre elles, donc de ces femmes, restent muettes, rendant cette réalité invisible avec des conséquences souvent tragiques. Comment aujourd'hui briser le silence au niveau de ces femmes? Je pense que d'abord, exactement en communiquant, disant que ça c'est un problème. On est avant aussi un État social qui met à disposition de ces femmes. Il y a des numéros verts ici au Gabon, comme partout presque maintenant dans le monde, la plupart des pays. Il y a des associations de la société civile, il y a des associations étatiques, il y a des gens qui sont là pour aider ces personnes et donc il ne faut pas avoir peur. D'abord, il faut dédramatiser en communiquant ces choses d'une forme ouverte, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de tabous sur ça, aussi à l'école, pas seulement au niveau familial, mais à l'école en particulier. Et je pense que ça doit faire partie plus que de l'éducation vraiment d'un enfant. Ça doit être quelque chose qui doit être dédramatisé, dans le sens qu'il faut le parler, il faut si on le sait, il faut le dire qu'on l'a vu, il faut le dénoncer, c'est ça le nom. Donc il ne faut pas juste dire voilà, c'est mon voisin, on ne va pas dire rien parce que sinon après on peut avoir des conséquences. Non, il faut créer toutes les structures au niveau étatique, au niveau de la société civile et d'autres organismes pour pouvoir en effet protéger ces gens quand elles dénoncent. Il faut le dénoncer et il faut surtout communiquer sur ces choses et dire qu'elles ne sont pas naturelles. Ces choses ne sont pas naturelles, elles ne sont pas admises, elles ne devraient pas être admises. Alors, mais vous savez, autant que se demander que faut-il faire pour que ça change, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est en train de changer. C'est en train de changer à toute vitesse, trop lentement sans doute, mais quand même à l'échelle de l'histoire de manière extraordinairement spectaculaire. La violence à l'égard des femmes, c'est une des violations des droits humains ou des droits de l'homme les plus répandues aujourd'hui dans le monde, dans la mesure où les femmes, comme d'ailleurs les hommes, c'est la moitié de l'humanité, une des formes les plus persistantes, les plus dévastatrices d'atteinte aux droits de l'homme. Et une caractéristique de ces atteintes aux droits des femmes, c'est qu'elles font l'objet d'une grande impunité, d'un grand silence, de beaucoup de stigmatisation. Et tout ça est aggravé par un certain sentiment de honte qui affecte les victimes elles-mêmes. Mais c'est ça qui est en train de changer. Regardez les grands mouvements à l'échelle du globe depuis quelques années. Regardez MeToo, par exemple, aux États-Unis. C'est ça qui est en train de changer. Et donc, ça vaut en Afrique exactement comme en Europe, exactement comme aux États-Unis, et j'imagine comme dans d'autres parties du monde. Il y a quand même eu pendant la crise sanitaire, la Covid-19, que ces situations se sont un peu aggravées dans certains pays en raison des confinements, parce qu'il y a certaines femmes qui étaient confinées à la maison et donc ont subi davantage de violences. Monsieur l'ambassadeur disait que c'est en train de changer, mais est-ce que là, les sociétés n'ont pas été prises de court par rapport à cette crise sanitaire qui a dû imposer un certain comportement? C'est exactement le point que j'allais faire, parce qu'en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation sur la situation, il y a beaucoup d'évolutions dans beaucoup de pays, mais les chiffres, ils sont là. Et je pense que les chiffres continuent à parler par eux. Sauf que maintenant, évidemment, on a les chiffres. Avant, on n'avait même pas les chiffres. Donc, c'est ça qui fait la différence aussi. Mais vous avez touché un point très important, que c'est la Covid-19 et la pandémie. On a exactement des chiffres partout dans le monde, de l'Asie à l'Amérique latine, d'explosion de cas de violence domestique. Explosion. Avec normalement les victimes, les femmes ou les enfants. Et donc, c'est ce que vous dites, effectivement, le fait d'être confiné, le fait d'être dans une situation qu'on n'est pas habitué, on n'était pas préparé, ça a fait et ça a montré, disons, le plus basique et instinctif que les hommes avec un âge majeur ont dedans eux. C'est la violence quand ils ne sont pas bien, voilà. Et donc, à la fin, ça vient tout au basique. Et quand on est dans une situation nouvelle qu'on ne sait pas contrôler, on n'est pas préparé, c'est ce qui se passe.
On réagit comme primitivement, comme on réagit, comme les animaux réagissent. Et donc, c'est en effet cela qui s'est passé avec la Covid-19, tout à fait. Et alors, monsieur l'ambassadeur, lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, ce sont également des droits déniés, des opportunités limitées. Que proposez-vous, vous en tant qu'ambassadeur de France, mais en tant que pays membre de l'Union européenne, pour la promotion finalement de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais surtout dans vos politiques de coopération avec les États comme le Gabon? Alors, il y a le Gabon d'un côté, ce que nous pouvons faire ici précisément, d'ailleurs en liaison étroite avec l'Union européenne, avec la délégation de l'Union européenne sur ce sujet, dans ce domaine, comme dans tous les domaines, à vrai dire, nous sommes en relation quotidienne, et il y a la politique ou la stratégie de la France globalement, vis-à-vis d'elle-même d'ailleurs, et vis-à-vis de tous les autres pays. Au Gabon, nous travaillons d'abord et avant tout avec les ONG, avec les associations, avec la société civile. Et qu'est-ce que vous remarquez déjà? Mais nous travaillons aussi beaucoup et en permanence avec le ministère de l'Éducation nationale. Et nos deux points d'application importants de notre action, c'est la santé sexuelle et reproductive. Et de la reproduction. Et c'est deux, l'autonomisation économique et professionnelle des femmes à travers notamment l'entrepreneuriat et particulièrement dans le domaine de l'artisanat où nous avons un point fort de notre coopération. Nous n'avons pratiquement pas de projet financé par l'Agence française de développement qui n'ait pas son volet femmes. D'accord. Même si on est sur un projet santé ou sur un projet école qui dépasse, je dirais, la seule problématique des femmes, il y a toujours un volet femmes. Donc ce sont les deux grands secteurs d'application de notre effort ici au Gabon. Et qu'est-ce que vous remarquez quand même par rapport à cette société gabonaise? Est-ce qu'il y a des avancées qui sont à relever au niveau du Gabon? Vous savez, moi je suis arrivé en septembre 2018, donc ça fait à peine plus de 2 ans. C'est difficile en 2 ans de pouvoir noter des évolutions. Mais ce qui m'a frappé à mon arrivée, et ce qui me frappe encore 2 ans après, c'est à quel point le Gabon est avancé sur cette problématique des droits des femmes. Beaucoup plus que ce que j'imaginais avant de venir ici. Je ne sais pas si c'est une particularité du Gabon par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne. Je suppose que c'est quelque chose que le Gabon a en commun avec beaucoup d'autres pays d'Afrique subsaharienne, mais je soupçonne aussi que le Gabon est probablement parmi les pays en tête, en quelque sorte, sur cette problématique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très frappé par la similitude d'attitude et d'aspiration des femmes, des jeunes femmes au Gabon et en France. Alors, Madame l'ambassadrice, concrètement, vous, à votre niveau, parce que vous coordonnez quand même toute l'action de l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites au niveau du Gabon pour aider ces jeunes filles, pas seulement celles de la capitale, Libreville, mais aussi de l'intérieur du pays, à, par exemple, avoir accès à l'école, à l'éducation, aux soins de santé, etc. Alors d'abord, peut-être je vais commencer par dire exactement que l'Union européenne, avec ses États membres, ont une stratégie bien ancrée sur tout ce qui est les droits des femmes et la protection des femmes contre la violence et aussi des filles. Et on a un plan d'action exactement sur la légalité des hommes et femmes qui date, on est au 3e tome, donc elle date de 2014 la première, on va maintenant avoir une qui vient d'être adoptée exactement le 25 novembre pour le 2021-2025, où il y a une stratégie de mettre dans tout notre soutien externe au développement des pays, 85% de nos projets doivent absolument avoir cette volet de femmes, soit pour le niveau social, économique, soit directement droits de l'homme. Donc les femmes sont dans tous nos projets à 85%, pas seulement projets, mais de tout l'aide qu'on donne au développement. Donc on donne entre l'Union européenne et les États membres 56% de toute l'aide au développement mondialement. Et donc dans ces 56%, il y a 85% du total qui est réservé pour vraiment attendre les femmes dans son autonomisation, surtout les jeunes femmes, en ce qui concerne exactement leur autonomisation en termes d'économie, de l'éducation, de droits pour pouvoir faire de la politique, etc. Donc, et ça se décline dans chaque pays où on est.
Au Gabon, évidemment, le Gabon, comme vous savez, c'est un pays à haut moyen rendement, donc on n'a pas le genre de coopération comme on a pour les pays en développement. Mais on a, dans tout ce qu'on fait ici, et on a quand même un portfolio grand, on a les femmes à la tête. Et je disais ici sur ce plateau, exactement, il n'y a pas beaucoup de mois pour le 9 mai à dire un peu ce qu'on faisait au Gabon. Je disais, j'ai signé avec le gouvernement un projet pour l'autonomisation des jeunes dont les femmes sont prioritaires. Et doivent, dans les indicateurs, sortir en majorité. Un projet de 5 millions qui est maintenant en train d'être mis en œuvre. On avait un juste avant la FIP de 2,5 millions qui faisait exactement le même. Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les grandes conclusions du projet précédent? Est-ce qu'il y a eu les effets escomptés par l'Union européenne? Ah oui, il y a, non pas seulement avec ce projet, mais il y a effectivement avec des projets qu'on a avec la société civile, parce qu'à part ces deux que je parlais, on vient de signer aussi avec 2 ONG, Arc-en-Ciel, qui s'occupent exactement des enfants démunis et qui sont vulnérables, et aussi 3S. On vient de signer, depuis 2015, on les a donné 735 000 euros. Et maintenant, on vient exactement de faire encore un appui à cause du Covid, de 300 000 pour Arc-en-Ciel et aussi pour 3S, pour renforcer exactement ce que vous disiez, sont les enfants et les femmes qui sont les plus vulnérables dans cette pandémie et qui ont plus souffert dans toutes ces formes de violence, y inclus celle-là de l'économie. Et donc, j'en ai énormément des chiffres, par exemple, pour le projet avec Arc-en-Ciel. Jusqu'à maintenant, depuis 2015, on a 1700 enfants qui ont reçu une formation sur leurs droits et leur protection, 15 000 enfants et 1150 parents et 300 enseignants qui ont été formés à la protection des enfants, en particulier des filles. Ici, on a plutôt pour les enfants, mais les enfants plutôt des filles. Parce que l'ONG qui s'occupe d'Arc-en-Ciel, c'est plutôt pour les enfants, en particulier les filles de traite, filles de traite, filles qui sont vulnérables, qui sont violées, etc. Et pendant aussi les dernières 3 années, il y a eu 475 enfants exactement victimes de traite, comme je disais, et de toute forme de violence et conflit, qui ont été hébergés et qui ont été intégrés, dont la santé et l'éducation a été suivie avec notre financement. Donc ça sont des exemples que je dis pour la société civile, des exemples concrets. En ce qui concerne celui que je parlais de AFIP que vient de terminer, je peux vous dire qu'il y a eu la création d'emplois, de 10 000 emplois pour des jeunes. On veut obtenir avec celui qui est en cours maintenant, qui va commencer le double, parce que c'est exactement le double de financement. Et donc, il y a des chiffres concrets, on a des indicateurs, et nous, on suit exactement de pouvoir donner des chiffres de tous les projets qu'on suit ici, pour pouvoir, ça fait partie exactement de notre procédure interne, d'avoir toujours des objectifs clairs et quantitatifs. Monsieur l'ambassadeur. Oui, Madame Bentopaïs a parlé notamment de 2 ONG ou associations, l'association Arc-en-Ciel et l'ONG 3S, sensibilisation, sexualité, santé. Ce sont également 2 associations avec lesquelles nous, côté France, nous travaillons. Et cette année, nous avons souhaité, pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous rapprocher, travailler ensemble, plus que jamais, je dirais, pour donner la parole à la société civile, notamment à ces ONG. Et c'était l'objet hier d'une émission de radio sur les ondes d'Urban FM, et je pense qu'on doit pouvoir retrouver ça sur Internet. C'est sûr. Émission de radio à laquelle, sur ce thème, participaient notamment l'ONG 3S, l'association Arc-en-Ciel, un magistrat, ou d'ailleurs je crois une magistrate, un anthropologue, enseignant-chercheur à l'UOB, etc.
Voilà, nous sommes en permanence, en quelque sorte, en coopération entre la délégation de l'Union européenne et l'ambassade de France, comme d'ailleurs peuvent l'être l'ambassade d'Espagne ou l'ambassade d'Italie ou l'ambassade d'Allemagne avec la délégation de l'Union européenne. Si vous permettez, allez-y. Je voudrais revenir un instant sur la situation des femmes au Gabon. Et qu'est-ce qui peut nous frapper, nous, outsiders, d'une certaine manière, dans ce pays sur ce thème. Je vous disais que le pays est en avance et qu'en tout cas, il n'est pas en retard et que, par exemple, il se compare très bien avec un pays comme le mien. Ceci tient notamment à la décennie de la femme gabonaise qui a été lancée en 2015. En 2015 donc, pour 2015-2025, à l'initiative du président de la République, et qui, décennie, est mise en œuvre dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, du microcrédit, de la prévention des discriminations, de la prévention des violences, et j'en passe. L'association, plutôt la fondation Sylvia Bongo Ndimba, qui a été lancée en 2011, est très active sur ces thèmes et chaque année, elle produit un rapport, une sorte d'état des lieux. Et le rapport 2020 est de lecture très intéressante de ce point de vue-là, permet de mesurer à la fois les progrès accomplis et puis les domaines dans lesquels il reste à porter l'effort, en quelque sorte. Mais je voudrais notamment, peut-être pour expliquer les bonnes performances du Gabon sur cette question du droit des femmes, signaler les avancées législatives ou réglementaires de ces dernières années qui vont dans le bon sens et qui sont, pardonnez-moi de reprendre la liste, elle est abondante. La loi de 2015 sur les successions, qui donc révise toutes les dispositions discriminatoires contre les femmes en matière de succession. La loi 2016 instituant un quota de femmes, aussi bien dans les élections que dans la vie professionnelle et les nominations aux emplois supérieurs de l'État. La loi de 2016 également sur la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. La révision de la Constitution en 2018 pour introduire un principe de parité entre les genres. Et puis l'an passé, en 2019, ce décret qui a renforcé la pénalisation des violences faites aux femmes. Toutes ces dispositions sont des dispositions modernes, sont des dispositions qui vont dans le bon sens et qui sont en avance, et qui expliquent probablement la situation du pays dans ce domaine-là. Alors, monsieur l'ambassadeur faisait état effectivement de tout le bagatelle juridique, mais il y a encore malheureusement des défis et j'aimerais vous poser la question, à vous qui êtes au cœur de ces politiques-là que vous prenez pour accompagner les États, quels sont aujourd'hui les défis qu'il y a encore au niveau du Gabon? Est-ce que vous sentez, par exemple, pour le nouveau projet que vous allez porter au niveau de l'Union européenne, qu'il viendra répondre à ces défis ou pas vraiment? J'espère bien. C'est notre attente. D'ailleurs, ça ne peut pas être autrement. Ça doit absolument accomplir les objectifs, sinon, c'est évidemment, on n'a pas réussi. Mais juste en revenant à ce que monsieur l'ambassadeur avait dit, et pour mettre, évidemment, la législation, l'encadrement, il est très bien, mais après, il faut l'appliquer. Et c'est ça, l'application, c'est toujours le problème n'importe où dans le monde. Et c'est pourquoi, dans les pays même les plus avancés sur ces questions, ils ont toujours des problèmes de violence contre les femmes et contre les filles. Donc, le problème n'est pas tellement l'encadrement et la juridiction, c'est plutôt vraiment pouvoir appliquer et, sur le terrain. Exactement, et pouvoir faire une évaluation, un assessment et après pouvoir voir comment est-ce qu'on va faire différemment. Mais pour cela, comme disait monsieur l'ambassadeur, il y a cette stratégie de la première dame de la fondation Sylvia Bongo qui a fait maintenant pour la décennie de 2015-25, donc a fait une stratégie pour essayer de répondre aux objectifs de cette décennie. Et j'espère bien qu'exactement elle va aboutir à ses fins et on veut aider exactement le Gabon dans cette stratégie qui a été bien mise et qui est bien prête pour pouvoir maintenant mettre en œuvre. Mais il faut la mettre en œuvre. Alors, certainement pour terminer, Madame et Messieurs les ambassadeurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux États déjà de l'Union européenne, mais pas seulement de l'Afrique, puisqu'on est en Afrique et au Gabon en particulier? Oui, Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais vous dire que mon pays ne se sent pas forcément le plus en tête sur cette question. Pas plus que le plus en retard non plus, bien entendu. Mais le président de la République, le président Macron, a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat.
L'an prochain, en 2021, nous coprésiderons avec le Mexique le Forum Génération Égalité qui sera organisé par ONU Femmes. Ce forum se situe dans le sillage du 25e anniversaire de l'adoption du programme d'action de Pékin en 1995. Force est de constater que 25 ans après, des progrès ont été faits, et même des progrès importants, mais qu'aucun pays au monde, en tout cas pas le mien, mais aucun pays au monde ne peut prétendre avoir atteint le Graal de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc c'est le moment, en quelque sorte, de redoubler d'efforts. Et après un coup d'envoi à Mexico, la France accueillera donc en juin 2021 ce forum Génération Égalité qui associera les représentants des gouvernements, des milieux privés, des syndicats, des sociétés civiles, des universitaires, des chercheurs, des artistes, etc. etc. C'est un grand rendez-vous que nous avons pour l'année prochaine. Madame l'ambassadrice. Oui, moi je dirais que c'est le fléau le plus répandu, mais c'est peut-être celui qui est moins répandu. Oui. Parce que, oui, je suis d'accord, il y a beaucoup d'avancées, mais moi je considère que ce n'est pas suffisant comparé avec les avancées qu'on est capable de faire. Sur cette question, c'est une question qui est aussi vieille que l'homme. Je trouve qu'on ne fait pas des avancements aussi vite comme on fait dans d'autres questions. De développement scientifique, etc. Parce qu'il a, évidemment, vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Là, ça a à voir avec la culture, l'éducation, la communication, l'intérêt politique de faire avancer les choses. C'est vraiment une cause commune à tous. Tout le monde doit, en effet, y participer. Et tout le monde a la responsabilité. C'est pourquoi je faisais la comparaison avec la Covid un peu. Tout le monde a la responsabilité et tout le monde a à veiller de respecter et de l'appliquer. Et donc, ça, c'est le plus difficile parce que c'est beaucoup de fois, comme on disait, c'est dedans l'enjeu familial. Et donc, si le voisin qui le sait ne va pas le dénoncer, si la femme a peur, si les structures ne sont pas préparées pour pouvoir, en effet, aider accompagner cette femme et aussi protéger à la limite le voisin du mari énervé avant qu'il va en tôle, on va toujours avoir un cercle vicieux. Un éternel recommencement et ce sera votre mot de fin, Madame l'ambassadrice. Monsieur l'ambassadeur, rapidement, puisqu'on est arrivé au terme de cette émission. Nous sommes dans un mouvement mondial en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Comme le disait Rosario Bento País, ce mouvement est sans doute trop lent. Mais à l'échelle de l'histoire, il est spectaculaire. C'est une révolution dont il serait probablement impossible d'exagérer l'importance. À l'échelle de ces millénaires d'inégalité entre les hommes et les femmes, et à peu près tout le temps au détriment des femmes, les choses sont en train de changer. Le XXe siècle et le XXIe siècle seront sans doute et resteront sans doute ceux d'un certain nombre de nouvelles menaces contre l'environnement, contre le climat, contre la biodiversité, mais ils resteront aussi sans aucun doute, comme les siècles encore en cours, d'avancées sans précédent en matière d'égalité des hommes et des femmes et des hommes, et en matière de droits des femmes. C'est une révolution anthropologique qui est en cours. Et on restera sur cette note positive. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur Philippe Authier, ambassadeur de France au Gabon. Et merci à madame Rosario Bento País, ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.